Diane Perruchard est une jeune mathématicienne avec Mamba depuis 2 ans, c'est ça, avec l'équipe Mamba à Paris. Alors c'est une spécialiste de la modélisation en biomathématiques, de l'auto-organisation des tissus, et en particulier des tissus qui ont des caractéristiques basées sur des fibres. Merci Diane. Merci pour la présentation. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Diane Perruchard. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un projet qui, je pense, illustre bien un des aspects de responsabilité qu'on a en tant que chercheur et en tant que scientifique, qui est, autre que ne pas frauder nos résultats expérimentaux, qui est aussi d'essayer de toujours questionner les hypothèses qui font parfois consensus pendant plusieurs décennies et qui font autorité sur certains sujets. Et je pense qu'il est important d'actualiser nos preuves, aussi bien pour réfuter ou pour appuyer ces hypothèses-là. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet. Donc nous, on s'est intéressé à la modélisation mathématique des tissus adipeux. Donc les gratons auraient été une très bonne introduction à mon sujet. Et en application à des processus de régénération. Donc je vais d'abord vous présenter le contexte biologique de notre étude. Donc on l'a fait en collaboration avec le Stromalab, qui est un laboratoire de biologie à Toulouse. Et l'objectif du projet était de comprendre les mécanismes de l'auto-organisation dans les tissus adipeux. Donc je vous présente ici une image d'un tissu adipeux entier extrait d'une souris mature et saine. Et ici un zoom sur les structures. Donc comme on voit dans l'image de zoom, donc on est à l'échelle microscopique, donc l'échelle cellulaire du micron. Et on voit que les cellules fonctionnelles du tissu adipeux, qui sont les cellules de stockage des graisses, les adipocytes en rouge, sont à l'état mature du tissu, structurées, agrégées dans des structures particulières qu'on appelle lobules, au sein d'un réseau de fibres de collagène qui est organisé dans le sens où elles sont alignées. Et quand on regarde à l'échelle du tissu entier, on observe différents niveaux d'organisation selon la localisation. On va avoir des zones où les lobules sont ronds, des zones où ils sont plus allongés, et des zones où l'organisation lobulaire est moins claire. Donc on a voulu comprendre quels mécanismes peuvent permettre d'expliquer cette auto-organisation. Et le paradigme qui était majoritairement accepté dans la communauté, qui l'est toujours d'ailleurs, c'est que la vascularisation est primaire à cette organisation. Donc les adipocytes sont les cellules de stockage de graisse, donc ont besoin de lipides pour grossir, qui est apporté par les nutriments qui sont contenus dans le réseau vasculaire. Donc il était... Donc la communauté pensait, du moins à cette hypothèse, que la vascularisation est primaire à cette organisation en lobules. Les biologistes avec qui on travaille du Stromalab ont proposé un nouveau paradigme qui est de dire peut-être que la vascularisation est secondaire. Même si elle est nécessaire, elle est peut-être secondaire. Et ce qui peut expliquer peut-être ces structures sont essentiellement les interactions mécaniques entre les agents. Donc on a construit un modèle basé sur cette hypothèse. Où on a, avec la modélisation mathématique, on a créé un système simplifié qui contient que ces mécanismes-là. Donc essentiellement, comment est-ce qu'on modélise le tissu? On considère que les adipocytes sont des cellules qui sont modélisées comme des sphères 2D, des sphères dures avec un centre X, un rayon R. Et le réseau, la matrice extracellulaire va être modélisée comme un ensemble de fibres. Et on ajoute, qui sont des segments d'une longueur fixe. Et on considère quelques phénomènes biologiques. Donc pour donner de la rigidité à notre réseau, on donne la capacité à des fibres qui se croisent de se lier ou de se délier aléatoirement en temps. L'apparition de nouvelles cellules, donc l'hyperplasie dans les tissus adipeux due à l'apport de graisse, est modélisée. Donc ça modélise la différenciation des cellules souches. Donc ici, on ne modélise pas les cellules souches en tant qu'agents, mais leur action, leur différenciation est modélisée par l'apport de nouvelles cellules avec un rayon minimal. Et on modélise l'hypertrophie, donc le stockage de graisse, par une croissance cellulaire. Donc nos sphères vont grandir jusqu'à un rayon maximum qu'on considère fixé. Donc maintenant, il nous reste pour obtenir nos équations du mouvement, il nous reste à décrire nos phénomènes mécaniques, donc nos ingrédients mécaniques qu'on va mettre dans le système. Donc, étant donné les images des tissus adipeux, on observe que la matrice extracellulaire est à l'extérieur. Elle ne pénètre pas dans les structures cellulaires.
Donc on a supposé que les fibres, les éléments de fibres individuels vont repousser nos cellules. Et donc pour ce faire, on suppose que chaque fibre synthétique génère un potentiel dont les isolines sont des ellipses autour d'elle, donc un potentiel à support compact. Un autre élément mécanique est, pour donner de la rigidité à notre réseau de fibres, lui permettre de résister à la croissance des adipocytes, on suppose que nos fibres vont avoir tendance à s'aligner avec une force qui est un paramètre du modèle. Et enfin, le dernier élément mécanique est pour modéliser l'incompressibilité de la graisse, on suppose une exclusion volumique des cellules, donc elles ne peuvent pas se recouvrir. Donc tous ces mécanismes sont mis dans le modèle. Donc c'est un modèle qui est essentiellement discret en temps. Donc entre deux pas de temps, entre deux temps discrets, on va avoir les phénomènes biologiques qui vont venir perturber un état d'équilibre mécanique. Et les cellules et les fibres vont se réorganiser de telle manière à minimiser le potentiel mécanique à chaque temps discret d'observation. Donc j'ai oublié aussi l'action mécanique de ces liens de fibres. Donc évidemment, des fibres qui sont liées peuvent se déplacer, mais elles doivent maintenir leur lien à tout moment. Donc elles peuvent s'aligner, mais leur point d'attache doit être maintenu. Donc c'est une contrainte d'égalité dans le modèle. Donc sont essentiellement les ingrédients du modèle qu'on a mis. Ici, je vous montre quelques simulations qu'on peut obtenir avec ce modèle-là. Donc en fonction des paramètres, on va pouvoir générer plusieurs types de structures cellulaires et de structures fibreuses. Donc par exemple, dans la première simulation, on a un réseau de fibres qui est peu dynamique, c'est-à-dire qu'on va commencer par... donc la simulation est sur un tore, c'est-à-dire qu'on a des conditions périodiques au bord. On considère initialement un réseau de fibres aléatoirement disposé, aléatoirement ponté, et la dynamique de pontage-dépontage va permettre de casser les liens de fibres et de les réorganiser. Donc les cellules vont apparaître dues à la différenciation des cellules souches, et c'est comme ça qu'on va atteindre l'état d'équilibre une fois qu'on a atteint le nombre maximum de cellules qu'on a fixé. C'est un paramètre du modèle. Donc si le réseau est peu dynamique, on voit qu'on a des créations locales de ponts de fibres qui sont très rigides, difficiles à casser, qui exercent une pression mécanique sur les cellules, et ça va aboutir à des structures qui sont rondes. Et en l'occurrence, en bas à droite, on a un réseau de fibres qui est très dynamique, ce qui va permettre de casser ces structures entremêlées, et donc de réorganiser les fibres qui s'alignent. Et on voit que les fibres vont adopter des directions locales qui vont influer directement sur les structures cellulaires, qui dans ce cas-là seront plus allongées. Donc ça, c'est les observations qu'on peut faire visuellement, mais ce qu'on a voulu faire maintenant, c'est de valider le modèle sur des données réelles. Et pour ce faire, on a dû quantifier les structures cellulaires et fibreuses qu'on observe à l'œil. Donc, vu qu'on a accès à la position de toutes les cellules, à la position de nos fibres, on peut extraire de l'information. Par exemple, on peut quantifier l'élongation des clusters de cellules ou encore l'alignement des fibres du réseau de fibres local. Et ces quantifieurs peuvent être alors, leur valeur peut être plotée représentée en fonction de paramètres du modèle, et ça a pu nous indiquer qu'on avait des transitions de phase en fonction donc des deux principaux paramètres sur les structures, c'est la dynamique de pontage-dépontage des fibres, ainsi que la force d'alignement des fibres pontées. Donc on voit que si le réseau est peu dynamique, nos clusters de cellules vont être assez ronds, et plus le réseau est dynamique, plus les clusters vont s'allonger. Donc ça nous a permis d'étudier toutes les possibilités que nous offre ce modèle au niveau structurel. Et donc maintenant, on a voulu le valider sur les données réelles. Donc on a développé des méthodes de traitement d'image, donc une méthode automatique pour la détection cellulaire. Donc ici, vous avez une image biologique avec un zoom ici sur le résultat de notre segmentation. Et on a développé une méthode semi-automatique dans le sens où elle a besoin de correction à la main par l'utilisateur pour détecter les structures cellulaires, les lobules, ce qu'on appelle. Donc ces deux traitements nous ont permis, étant donné une image biologique, de calculer la position de toutes les cellules et donc notamment de calculer nos quantifieurs de structures cellulaires dans les images biologiques. Et donc on a pu, à partir de ce moment-là, comparer quantitativement nos données numériques et les données réelles. Donc c'est ce que je vous présente ici, par exemple sur 3 images biologiques extraites de cellules de souris, de tissus adipeux de souris. On a pour chacune
des images, on a une correspondance, une très bonne correspondance qualitative et quantitative avec notre modèle, ce qui nous a permis de dire qu'il existe un jeu de paramètres du modèle pour chacune des données biologiques. Donc ça a été ce qui nous a permis de dire que le modèle est peut-être pas complètement éloigné de la réalité, et donc on reste assez modeste dans nos conclusions. On n'a pas apporté des preuves irréfutables comme quoi le système marchait comme ça, et que c'est ça qui expliquait les structures cellulaires. Par contre, on a montré qu'un modèle qui n'a que ces éléments-là représente assez bien, dans une certaine mesure, le système réel. Donc ce qui veut dire que potentiellement, ces mécanismes qu'on a mis peuvent être suffisants pour expliquer cette structuration en lobules dans les tissus adipeux. Donc c'est notre message principal. Et le deuxième message, c'est que la vascularisation peut être secondaire à cette organisation. Parce qu'alors on s'est donné l'occasion de tester le rôle d'un réseau vasculaire dans ce tissu. Les simulations que je vous ai montrées mettent en jeu une différenciation de cellules aléatoire dans tout le domaine. Sauf qu'on s'est donné la possibilité de faire apparaître des nouvelles cellules proches de cellules existantes pour modéliser la présence d'un réseau vasculaire sous-jacent qui apporterait des nutriments dans des endroits locaux. Bon, on a montré que ça ne changeait rien au niveau des simulations, que ça ne changeait pas fondamentalement, donc que la vascularisation pouvait être un phénomène secondaire et que la mécanique pouvait peut-être expliquer la formation en lobule. Donc très rapidement, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, on a étendu l'étude en utilisant ce même modèle qui donc était assez pertinent pour la morphogénèse des tissus adipeux à l'étude de la réaction du système après rupture, donc pour étudier les phénomènes de cicatrisation ou régénération. Donc globalement, je vais passer très vite, mais on a pris des simulations à l'équilibre et puis on a coupé la moitié du tissu. Donc ça, c'est vraiment, on a simulé l'expérience des biologistes qui font en laboratoire. Donc on a enlevé de notre système tous les éléments qui appartenaient à la moitié du modèle. Et ensuite, on a inséré des nouvelles règles biologiques pour la reconstruction. Donc typiquement, on a dit qu'en bord de blessure, des signaux chimiques vont apparaître, donc ce qui modélise en fait la phase d'inflammation dans les tissus réels. Ces signaux chimiques qui diffusent dans le tissu et qui empêchent l'apparition de nouvelles cellules. Donc ça nous permettait de construire d'abord une matrice extracellulaire comme c'est observé dans les tissus réels et ensuite de permettre la différenciation en cellules fonctionnelles. Donc pour passer rapidement, juste pour vous montrer quelques résultats de simulation, en fait avec ces règles simples, on a pu montrer que étant donné une simulation de départ, on pouvait aboutir à une reconstruction complète, donc une régénération, ou une cicatrisation, comme observé dans les tissus réels, selon des paramètres du modèle qui sont donc les paramètres essentiels étant la rigidité de la matrice, c'est-à-dire le nombre de ponts de la matrice nouvellement créée après rupture. Donc globalement, on a pu quantifier le fait que si la matrice apparaissait, je vais plutôt vous montrer cette courbe-là qui est un peu plus explicite. Ici, je vous montre la distance. Alors, ce paramètre, l'erreur globale, c'est la distance entre le tissu à la fin après rupture, au nouvel équilibre après rupture, au tissu avant rupture. Donc, c'est un marqueur de la régénération. Donc, plus cette erreur est faible, plus on régénère, plus cette erreur est grande, plus on cicatrise, plus on est distant, disons, de notre configuration avant rupture. Et en fait, on voit, donc si on représente ces valeurs en fonction du pontage de la nouvelle matrice pour différentes vitesses d'insémination de nouvelles fibres, on voit qu'on a une zone où si la matrice n'est pas trop rigide, si la matrice n'est pas trop rigide, c'est-à-dire si elle n'a pas beaucoup de ponts, alors on va pouvoir observer de la régénération. Alors que si notre matrice se construit trop rapidement et est trop pontée, elle va exercer une action mécanique beaucoup trop importante et ça va plutôt générer une cicatrice, une fibreuse comme observé dans les vrais tissus. Bon, ça c'est juste une slide pour montrer que ça dépend aussi du caractère de notre tissu d'origine. C'est-à-dire que la courbe d'avant,
celle-ci, et pour des réseaux qui sont peu dynamiques, c'est-à-dire qu'une fois que des ponts apparaissent, ils ont un temps de vie très long, et pour des tissus qui sont plus dynamiques, qui ont un pontage, des pontages plus importants, alors dans ce cas-là, on peut montrer qu'on n'a pas de cicatrisation. On a une zone de régénération qui est plus grande, et on n'a pas de cicatrisation dans ces tissus-là. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, cette étude étendue sur l'effet après rupture nous permet au moins de proposer que peut-être que la régénération ou la cicatrisation peut être contrôlée par la rigidité de la matrice extracellulaire qui est créée après rupture. Donc, cette étude est un élément de preuve qui donne suite maintenant à des expériences biologiques pour vérifier si cette hypothèse est effectivement fait sens dans le vrai tissu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Diane, merci. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup pour l'exposé. Est-ce qu'il y a des limites? Ouais, ici. Ah. Merci. Est-ce que vous avez pu regarder des limites continues, des modèles plus individuels que vous avez Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, nous, on serait intéressés par modéliser tout le tissu. Évidemment, on peut imaginer que chacune des simulations contient énormément de fibres et énormément de cellules, donc elle coûte très cher en temps de calcul. Donc on a fait effectivement la limite continue pour le réseau de fibres seulement, donc sans les cellules, et dans une limite où le pontage-dépontage est peu réaliste, c'est-à-dire qu'il est quasi instantané. Donc ça nous a permis d'avoir un modèle continu, mais il y a encore énormément de questions. Pour le moment, on ne sait pas faire en fait le passage agent centré à continu pour des réseaux interconnectés. On est en train de travailler dessus. Merci. En attendant qu'il y ait d'autres questions, moi j'ai une question. Dans les manips, on le voit bien d'ailleurs un moment sur une image, la taille des adépocytes, chez vous, elle est Dirac, ils ont tous la même taille. En vrai, c'est distribué, c'est même bimodal, je crois, il y a des plutôt gros et des plus petits. Est-ce que ça ne joue pas un rôle dans les résultats que vous avez de votre organisation? Si vous mettez ça dans le modèle, est-ce que ça change le modèle ou pas? Est-ce que ça change les résultats, les conclusions? Oui, effectivement, à l'équilibre, vu qu'on a considéré une taille maximale de cellules, à l'équilibre, elles finissent toutes par avoir la même taille. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas dans les vrais tissus. Donc il nous faudrait... ce qu'on n'a pas mis aussi dans le modèle et ce qui serait intéressant, c'est la mort cellulaire, ce qui nous permettrait justement d'avoir une distribution de taille et de comparer effectivement avec les vraies données. Mais les adépocytes, ça fait de la mort cellulaire? Alors non, en fait, ça ne meurt pas, les adépocytes, mais ça déstocke les graisses, donc ça rétrécit. Et donc c'est vrai qu'une distribution uniforme de taille c'est une simplification par rapport au système réel et ce serait un élément à prendre en compte, effectivement, qui potentiellement influe sur la forme des structures. C'est quelque chose qu'on n'a pas regardé.